Célébration de la journée de l'arbre le 1er juin de chaque année au Bénin. Nous sommes intéressés à l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain et les raisons incitant au reboisement. L'usage du téléphone portable au travail est désormais interdit au personnel soignant du service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou. Cette interdiction fait suite aux multiples plaintes déposées par les usagers de l'hôpital. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Shanghai entre dans sa dernière phase de déconfinement avec un retour à la normale complet et néanmoins progressif. Centres commerciaux, supprêtes, pharmacies et salons de beauté pourront fonctionner à 75% de leur capacité. Ravi de vous retrouver à cette nouvelle messe informative sur Speedline TV. Bonsoir à vous et bienvenue. Face à la recrudescence des enlèvements, fastis, orchestres, avec la complicité de fausses victimes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public un communiqué ce mardi 31 mai. C'est à l'occasion d'un point de presse. Il s'agit de mettre en garde les et complices de tels agissements. On écoute le ministre Alassane Seydou. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine, afin que leurs auteurs subissent la rigueur de la loi. Je l'annonçais en titre, le Bénin célèbre le 1er juin de chaque année la journée nationale de l'arbre. L'objectif d'une telle journée est la promotion du reboisement et la sensibilisation sur les conséquences de la déforestation. Quelle est l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain et pourquoi reboiser? Élément de réponse avec Hospice Yevimi Mouton. Nos grandes villes, notamment Cotonou, étaient nues. Comment on peut habiller une ville? La solution, le reboisement. Le 1er juin 1985, l'aventure va démarrer avec la journée nationale de l'arbre et la campagne de reboisement. L'artisan de cette initiative, le président Mathieu Kérékou. C'est comme s'il savait qu'aujourd'hui, nous allons connaître les changements climatiques. Mais c'est pourtant en 2008 que la Terre a connu la température la plus forte en termes de réchauffement climatique. Cet homme est à célébrer tout simplement. Aujourd'hui où nous parlons des changements climatiques. Depuis lors, des milliers de plants sont mis en terre chaque année à travers tout le pays pour renforcer le couvert végétal. Aujourd'hui, impossible de retrouver le plan du 1er juin 1985, même si le site est connu. Le premier plan que le président Kérékou a mis en terre à Semen-Podi, dans l'arrondissement de Okun-Semen, c'était sur la parcelle E2. La parcelle E2 a eu le malheur d'être contiguë à la zone qui a été choisie pour la zone franche industrielle.
Et une fois que la zone franche industrielle s'est installée, les propriétaires terriens qui étaient dans ce domaine ont été expropriés et recasés sur le domaine de la parcelle E2, ce qui a fait partie de notre forêt, sinon vous l'aurez vu. Acacia, Milléna, Caïcédra, Abséria et les palmiers royaux sont entre autres arbres souvent plantés. Une fois à maturité, ces produits forestiers sont classés en 2 catégories, à savoir bois service ou bois d'œuvre. Selon les statistiques de la Direction générale des forêts et services naturels, plus de 60 millions de plants sont en terre sur une superficie de plus de 160 millions d'hectares depuis l'instauration de cette journée. Les régimes se succèdent et la GIENA résiste à l'épreuve du temps. Mieux, cette initiative a inspiré des projets comme 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Ce 1er juin 2022, le Bénin célèbre la 37e édition de cette journée, une occasion pour inviter la population à planter un arbre. L'objectif étant de limiter les effets de la déforestation. Mais une préoccupation demeure. Quel est le sort de ces arbres après chaque célébration? Depuis 2016, le secteur de la santé se métamorphose. De grands projets à dimension internationale se concrétisent sans tabou ni trompette. Quel point d'étape peut-on alors faire de ces grands chantiers en cours dans le cadre de la mise en œuvre du PAG 2021-2022 au niveau du secteur? Les réponses à ces interrogations avec le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. C'est dans cet élément de Romaric Dossa. Des infrastructures avec des équipements de pointe, un personnel qualifié, un cadre législatif rigoureux, c'est la synthèse des actions du gouvernement en faveur du secteur de la santé. C'est un rêve qui devient progressivement une réalité grâce aux différentes réformes imprimées par le président Talon dans la création d'un environnement favorable à l'investissement et une offre de soins de qualité en République du Bénin. Aujourd'hui, pour ouvrir une structure privée, je prends l'exemple d'une clinique, vous devez être forcément médecin. Il n'y a pas d'investisseurs privés qui peuvent investir de l'argent pour permettre la création d'une structure privée. Aujourd'hui, ça va changer avec cette nouvelle loi. Nous allons favoriser l'investissement privé. On a fait un assainissement dans le secteur, on a fermé les structures privées qui étaient totalement illégales, des véritables mouroirs. Et avec ce corpus législatif que nous allons mettre en place, nous allons vraiment favoriser la vraie installation de vraies structures qui vont offrir des soins de qualité aux populations. L'avortement est désormais légal au Bénin. Pour le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, cette réforme vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en danger par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. Chaque Béninoise a droit à la vie. Et nous estimons aujourd'hui que ce que le gouvernement a eu à faire va contribuer à sauver ces vies. 20% des décès maternels sont liés aux avortements clandestins. C'est effarant. Et il fallait faire quelque chose. Et de l'autre côté, je voudrais vous rassurer que de l'autre côté, le gouvernement a eu à mettre en place d'autres dispositifs. Quand je prends la planification familiale, qui permet de prévenir les grossesses non désirées, le gouvernement a aujourd'hui de mettre en place des dispositifs pour rendre totalement gratuit l'offre des services de planification familiale. Donc, en toute chose, il faut savoir vraiment trouver le juste milieu pour avancer. Lorsque cette loi a été votée, nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour la prise des décrets d'application qui vont organiser comment ça va se passer, qui peut le faire, où le faire, quand le faire. Comme un symbole dans le secteur de la santé au Bénin, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, dont le chantier est en cours et qui s'étend sur plus de 15 hectares, donne le top de la métamorphose. Dans cet espace hospitalier, tous les services seront installés avec des prestations de haut niveau, informe le ministre de la Santé. Déjà, je peux vous rassurer que tout est fait pour que le CHU de référence d'Abomey-Calavi puisse démarrer avec les ressources humaines nécessaires, que ce soit déjà disponible sur place et que ce soit des ressources humaines que nous allons faire venir d'ailleurs. Nous sommes en train de veiller à ça. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons commencé à développer le pôle de compétences en chirurgie cardiaque. Nous allons commencer bientôt pour la cardiologie interventionnelle, l'ophtalmologie aussi, l'ORL. En développant cette pôle de compétences, en fait, nous opérons un transfert de compétences. Au-delà du fait que des Béninois sont opérés, nous avons déjà opéré plus de 100 Béninois de chirurgie cardiaque.
Au-delà du fait que ces béninois sont opérés, nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait un transfert de compétences justement pour préparer le démarrage justement du futur siège de défense d'Abomey Calavi. Le second quinquennat du régime de la rupture est aussi riche en projets que le premier. Si certains sont en phase préparatoire, d'autres sont déjà en cours de mise en œuvre. Entre autres, il y a la construction de l'hôpital psychiatrique d'Alada qui constitue le nouvel élan pris pour le sous-secteur de la santé mentale et l'hôpital pédiatrique à Togmé. À tout cela s'ajoute l'entrée en vigueur imminente de l'assurance maladie universelle, confirme le ministre de la Santé, Benjamin Mpating. L'utilisation portable est désormais proscrite au personnel du service d'anesthésie réanimation du Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou. Une décision du directeur Dieudonné Nyolonfou et son équipe. Cette interdiction fait suite aux multiples plaintes déposées par les usagers de l'hôpital, suivi les réactions de quelques citoyens. Personnellement, je pense que c'est une bonne note. L'interdiction des téléphones portables dans la salle de réanimation, parce que aujourd'hui il faut reconnaître que nous sommes trop habitués à utiliser nos téléphones partout, et ça peut affecter beaucoup de domaines. Par exemple, quand un docteur est en salle de réanimation et avec un patient et qu'il ne commence pas à utiliser son téléphone portable, et l'attention portée envers le patient ne sera pas la même. Si nous prenons le sujet terre à terre, alors là, si on interdit le port de portable à ceux de la réanimation, alors ceux d'urgence aussi, on doit leur interdire ça aussi. Parce que et la réanimation et l'urgence, les deux services se ressemblent. Les deux services se ressemblent. La personne doit passer par l'urgence avant de venir à la réanimation. La réanimation, c'est que la personne est déjà presque partie. La personne est déjà partie, quoi, moitié mort. Si le portable sonne, des fois, ça dérange les cœurs. Je suis d'accord à cette note parce que session de réanimation là, c'est un service très important, très délicat, parce que les gens sont à la vie ou la mort et c'est à eux de les occuper pour sauver leur vie. Donc à ce temps précis, il faudrait que les portables restent à côté. Déjà c'est une très bonne chose parce que déjà le service de réanimation, c'est un service vraiment délicat. Et c'est la vie ou la mort là-bas. Et donc, étant donné les hommes que nous sommes, on ne peut pas faire deux choses à la fois quand même. Parce qu'aujourd'hui, l'impact que le téléphone a sur nos vies au quotidien et associer le téléphone au boulot, surtout à la réanimation, je pense que ça, c'est pas une très bonne chose. Donc cette note-là de service qui est sortie interdisant l'utilisation des téléphones au REA, et c'est une très bonne chose, ça va permettre aux médecins de bien s'occuper des patients et de porter correctement leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vois que c'est une très bonne chose. Et la douane béninoise a saisi ce lundi 30 mai 2022 dans la commune de Ouaké plus de 40 tonnes d'engrais en partance vers le Togo. C'est le fruit des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la sortie du territoire des intrants subventionnés. Les détails dans ce reportage. Le service régional de lutte contre la fraude et l'unité frontalière douanière ont encore intercepté un camion contenant 40 tonnes d'engrais dans la localité de Sonaolo, frontière Bénin-Togo. Et dès que l'opération a été lancée, nous avons effectué déjà plusieurs saisies, dont le camion que vous voyez, qui est d'immatriculation étrangère, qui a effectivement chargé des engrais de plus de 40 tonnes, destinés à la production agricole, subventionnés par l'État, mais qui malheureusement a été détournés vers les pays voisins. L'État béninois ne saurait accepter, subventionner à grands frais les produits qui finalement vont être détournés de sa destination réelle. Il est revenu au ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Romiad Wadaï, et au directeur général des douanes
que des intrants, des engrais, qui sont des produits subventionnés par l'État béninois, sortent frauduleusement du territoire national en violation des dispositions légales et réglementaires. Dès lors, l'autorité douanière, qui est le directeur général des douanes, a tenu une séance de travail avec tous les chefs services régionaux de lutte contre la fraude et les directeurs régionaux à l'effet de renforcer les contrôles sur l'ensemble du territoire douanier béninois et en particulier de définir et de mettre en place la stratégie appropriée pour appréhender tout cas de sortie de ces engrais qui sont des produits subventionnés. Tout en rappelant les peines encourues par les fraudeurs, la douane appelle à une franche collaboration de la population et réaffirme son engagement. Cette sortie frauduleuse est constituée comme une infraction douanière prévue aux articles 467 et 472 du Code des douanes et considérée comme un détournement de marchandises de sa destination privilégiée. Et ce qui s'adonne à ces genres d'opérations, non seulement les positions saisies, mais ils encourent des peines privatives de liberté allant jusqu'à 2 ans. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux populations qui ont intérêt à collaborer avec l'administration des douanes en mettant à sa disposition des informations nécessaires pour qu'on puisse identifier tous ceux qui s'apprêtent à donner à ces gens de pratiques. Dans tous les cas, l'administration des douanes est décidée, a pris les dispositions nécessaires pour en découdre avec tous ces indélicats qui cherchent à mettre en difficulté les efforts des gouvernants béninois. Le gouvernement continue de fournir des efforts pour rendre disponibles les intrants, donc ne saurait autoriser ces pratiques. Et nous ouvrons la page Inter dans cette édition où le président angolais João Lourenço a reçu Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo à Luanda, afin de discuter de la tension croissante entre la RDC et le Rwanda. Cette tension s'est intensifiée suite à la reprise en mars dernier des combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du 23 mars sur son territoire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été accueilli à Luanda par son homologue angolais, João Lourenço, afin de discuter de la tension croissante entre la RDC et son voisin, le Rwanda. Cette tension s'est intensifiée suite à la reprise en mars dernier des combats entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du 23 mars, M23, sur son territoire. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23 pour déstabiliser la région orientale de la RDC et piller les ressources minières congolaises. Kigali dément ces accusations. Avec cette rencontre, le président angolais endosse le rôle de médiateur pour l'apaisement des tensions entre les deux pays voisins. Le président congolais Félix Tshisekedi a d'ailleurs accepté, à sa demande, de libérer 2 soldats rwandais capturés récemment. João Lourenço s'est entretenu au téléphone avec le chef d'État rwandais Paul Kagame suite à cet échange. Ces discussions ont permis aux 2 chefs d'État de s'entendre sur la tenue à Luanda d'un sommet auquel participeront les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. Toujours au Sénégal, le président de la République du Sénégal a procédé au lancement officiel des travaux de l'usine de dessalement d'eau de mer 6 au Mamel hier. Le projet est financé à hauteur de 137 milliards par l'État du Sénégal sur un prêt concessionnel du Japon. La capacité de l'usine est de 50 000 m3 par jour, extensible à 100 000 m3. Le président sénégalais a donné mardi le top départ des travaux de la première usine de dessalement d'eau de mer du pays. L'ouvrage estimé à hauteur de 137 milliards de francs CFA marque une nouvelle étape dans la réalisation du plan Sénégal émergent, a affirmé Macky Sall, et devrait permettre de diversifier l'approvisionnement en eau de Dakar, victime de sa croissance démographique et du développement de son tissu industriel. Elle est d'autant plus vitale, cette usine, que la situation démographique, combinée à une forte poussée immobilière, un développement fulgurant des activités économiques, ont engendré une surexploitation des ressources hydriques locales, accélérant ainsi la remontée du biseau salé
dans la presqu'île du Cap-Vert. Mais cette usine ne fait pas l'unanimité. Depuis 2016, des voix s'élèvent contre ses conséquences éventuelles sur l'environnement. Macky Sall tente de rassurer. L'État a pris toutes les dispositions nécessaires à la maîtrise optimale des impacts environnementaux et sociaux de ce projet dans l'esprit des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif numéro 6 qui concerne l'eau potable et l'assainissement. De nombreux quartiers de Dakar sont régulièrement confrontés à des problèmes d'eau. La capitale, à la croissance démographique importante, concentre sur 0,3% du territoire, le 5e des 17 millions de Sénégalais et la quasi-totalité des activités économiques du pays. Cap sur l'Ukraine à présent où Moscou poursuit sa politique de russification dans le pays, notamment dans la région de Kherson. Mais les nouvelles autorités pro-russes de la cité côtière ont déjà exprimé le souhait d'être rattachées à la Russie. Moscou a annoncé qu'elle délivrerait aux habitants un passeport russe via une procédure simplifiée. Les forces ukrainiennes affirment regagner du terrain, particulièrement près de Kherson, ville proche de la Crimée et passée sous contrôle russe. Mais les nouvelles autorités pro-russes de la cité côtière ont déjà exprimé le souhait d'être rattachées à la Russie. Moscou a aussi annoncé qu'elle délivrerait aux habitants un passeport russe via une procédure simplifiée, une mesure qui inquiète les États-Unis. Nous restons préoccupés par les mesures prises par la Russie pour tenter d'institutionnaliser le contrôle du territoire ukrainien souverain, en particulier la région de Kherson. Le Kremlin évalue probablement plusieurs approches allant de la reconnaissance d'une soi-disant république populaire, comme la Russie l'a fait par la force à Donetsk et Louhansk, à une tentative d'annexion, comme la Russie l'a fait en Crimée. Il faut dire que dans les régions désormais sous contrôle russe, les autorités partisanes de Moscou ont déjà établi leurs propres administrations, annoncé le passage au paiement en roubles et organisé la distribution de cartes SIM d'opérateurs télécoms russes. La ville de Kherson est donc victime à son tour de la politique de russification menée par Moscou, comme le sont déjà depuis 2 mois plusieurs villes de l'Est ukrainien, notamment Volnovakha. Levé ou pas le opt-out, le Danemark vote sur son retrait. Vis-à-vis de la défense européenne, les électeurs sont appelés à se prononcer aujourd'hui par référendum sur la levée du opt-out. C'était une condition pour permettre la mise en œuvre du traité de Maastricht en 1992. Au Danemark, les électeurs sont appelés à se prononcer aujourd'hui par référendum sur la levée de l'opt-out. En résumé, mettre fin ou pas à cette exception qui permettait au Danemark de ne pas participer à la défense européenne. C'était une condition pour permettre la mise en œuvre du traité de Maastricht en 1992. L'opt-out ou option de retrait a permis au Danemark de ne jamais participer à aucune mission militaire de l'UE. Mais en pleine guerre Ukraine-Russie, les pays européens cherchent à resserrer leurs liens de défense. Ce vote intervient au lendemain des demandes historiques d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède voisine. Selon un dernier sondage, le oui l'emportera à 65%, mais la prudence reste de mise du fait de la forte abstention attendue dans un pays habitué à dire « nei », c'est-à-dire non au référendum sur l'Europe. Après avoir déjà assoupli plusieurs restrictions ces dernières semaines, la mairie de la capitale économique chinoise a déclaré que les habitants des zones jugées à faible risque seront autorisés dès ce mercredi à se déplacer librement dans la ville. Cette étape importante vers la fin du confinement s'appliquera à environ 22 millions de personnes. Minuit à Shanghai la nuit dernière, ambiance de réveillon au mois de juin pour célébrer non pas la nouvelle année mais la levée du confinement qui dure depuis 2 mois. Impossible pour les habitants de la capitale économique du pays de rater ce moment. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés sur les berges du fleuve Huangpu pour vivre ce décompte de minuit bien particulier. Je suis venu ici avec ma famille pour garder un souvenir de cette fin de confinement, en espérant que ce genre de situation ne se reproduise plus.
J'espère qu'à l'avenir, nous chérirons la vie, que nous ne laisserons pas la pandémie l'affecter à nouveau. Shanghai a été confiné par étapes à partir de fin mars en réponse à une flambée épidémique à l'échelle nationale, la pire depuis le début de la pandémie fin 2019. Contrairement à nombre de pays, la Chine continue d'appliquer une stratégie zéro Covid. Les 25 millions d'habitants que compte Shanghai accueillent avec soulagement ce retour à la normale, même si les personnes habitant dans des zones considérées à haut risque feront-elles toujours l'objet de restrictions au déplacement. Le protocole sanitaire s'assouplit également en Europe, notamment en Grèce. Ce mercredi marque la fin du port obligatoire du masque en intérieur. La mesure reste cependant en vigueur dans les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées, ainsi que les transports publics. Fin de l'obligation du port du masque aussi dans les aéroports et à bord des avions. Le gouvernement grec suit ainsi la ligne empruntée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne la semaine dernière. Elle annonçait la levée du port du masque dans les avions et aéroports de l'Union européenne, laissant le caractère obligatoire ou pas de ce dernier à l'appréciation des compagnies aériennes. Ainsi donc s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. D'ici là, portez-vous bien.